Видно, слышно? Est-ce que vous m'entendez bien? Recording in Tout va bien? progress. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодняшний вечер идет с переводом синхронным на французский язык, и я приветствую наших переводчиков, которые будут нам сегодня помогать. La soirée d'aujourd'hui se déroule avec une traduction simultanée en français et je voudrais saluer nos collègues interprètes qui vont nous aider pendant cette soirée. Для того, чтобы продолжать слушать нас по-русски, если вы сейчас слышите, как я говорю, ничего делать не надо, или вы можете выбрать русскую дорожку звуковую, кликнув на иконки с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. Pour continuer de nous suivre en français, je vous prie de cliquer sur l'icône du globe en bas à droite de votre écran et de choisir la piste française. Теперь я перехожу на русский язык и будут работать. Maintenant, je vais passer en langue russe et donc vous pouvez écouter la traduction de nos interprètes. Pendant cette soirée, on invite tous les participants, tous les spectateurs d'y participer, de poser vos questions. Vous pouvez faire vos commentaires et il vaut mieux le faire par écrit en cliquant sur l'icône en bas de l'écran Zoom. Et soit vous pouvez également utiliser l'icône en forme de main en cliquant sur laquelle vous pouvez demander de poser vos questions par voix haute. Mais souvent, les gens posent leurs questions par écrit parce que c'est plus pratique. Et donc, j'invite tout le monde de participer dans cette soirée qui est une possibilité unique de faire connaissance au matériel très intéressant qui nous ont été proposés par nos partenaires depuis longue date. C'est le musée de l'océan mondial à Kaliningrad et le club des 5 océans avec le support de la Maison Russe. Aujourd'hui, nous ouvrons une exposition que vous pourriez voir à notre Maison Russe à Bruxelles consacrée au capitaine Cousteau légendaire et à ses relations avec nos pays. Cette exposition, c'est un projet international unique consacré à l'océanographe, éditeur et d'autres rôles différents qui ont été joués par Jacques-Yves Cousteau. Donc, nous ouvrons une nouvelle page d'une grande aventure de l'héritage du capitaine Cousteau en Russie et en dehors. Et nous sommes très contents que notre Maison Russe à Bruxelles participe dans ce projet intéressant dont le but n'est pas seulement garder les mémoires de ces chercheurs, mais également inspirer les nouvelles générations pour en fait conserver la nature et pour le respect de toutes ces personnes qui ont consacré leur vie à la recherche dans la nature. Et donc, nous avons les pièces de la collection qui ont été proposées par Francine Cousteau, donc la veuve de capitaine. Pour la première fois, cette exposition a eu lieu en 2021 et l'année dernière, Francine Cousteau a supporté l'initiative d'organiser l'exposition à Moscou et également dans d'autres villes de la Russie et à l'international. Pendant la presse-conférence de TASS, le directeur de la Maison Russe, M. Primakov, a
noter que ce genre d'exposition, c'est une mission importante et unique. Et je vous invite à regarder une vidéo de son discours. Bien sûr, pour nous, c'est un très grand honneur. Jean-Yves Cousteau, bien sûr, c'est une légende de l'océanographie, de l'océanologie, la légende des aventures, de toutes ces personnes qui ont pu s'ouvrir la vie sous l'eau, parce que c'est lui qui avait en fait inspiré. Et si ce n'était pas ses talents, ce n'était pas sa création et son initiative, on n'aurait jamais savoir qu'est-ce que se trouve sous l'eau. On aurait pu juste faire nos recherches à environ 3 mètres du port, c'est tout. On est très reconnaissant à Francine Cousteau, qui est notre invitée très appréciée de notre maison russe à Paris. L'exposition consacrée à Jacques-Yves Cousteau a déjà eu lieu à notre maison russe en 2021. Et sa décision comme l'héritière de la société de créer cette passerelle à Russie, on est vraiment très reconnaissant. Jacques-Yves Cousteau, bien sûr, a visité la Russie plusieurs fois. Il avait visité pour la première fois en 1977 et donc c'était la première fois qu'il a participé dans notre programme dans le monde des animaux de M. Drozdov. Plus tard, en 1996, il y a eu une expédition sur le lac Baïkal et M. Cousteau organisateur de cette expédition. Et donc, je voudrais remercier le club de 5 océans qui était les signateurs de ce parcours. Et après, plus tard, nous les avons rejoints. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais passer la parole, également enregistrée dans une vidéo, à notre partenaire, Monsieur Denis Mironjuk. Chers amis, je voudrais vous accueillir à cette ouverture consacrée à la biographie de Jacques Cousteau, qui était vraiment un chercheur formidable dont l'héritage dans les connaissances films qui sont devenus une vraie avancée dans la science. Des millions de personnes ont pu regarder en fait le monde dans les océans, et cette exposition ne concerne pas seulement la biographie du capitaine Cousteau, mais également ça concerne son attitude envers la Russie, parce que les chercheurs de nos deux pays ont passé sous l'eau ensemble, se sont partagés les découvertes pendant des longues années. Et la biographie de grands chercheurs est très liée au bateau Vitiaz. Et en 1967, quand il est est venu sur le bateau, il a laissé son autographe et ses mémoires. Et depuis ce moment, Vitiaz est allé encore dans la mer. Et aujourd'hui, quand ce n'est plus le cas, ce livre est conservé dans
sur le bord de ce bateau. Et la partie des pièces de cette exposition avait été reçue par le club personnellement. Et ce qui est très important, ce sont les pièces personnelles du capitaine Cousteau qui ont été nous offertes gentiment par Madame Francine Cousteau. Et aujourd'hui, le jour de l'ouverture, je voudrais vous dire avec grande certitude que cette exposition touchera votre cœur parce que cette attitude et cet amour que ressentait Jacques-Yves Cousteau envers l'océan mondial devraient être partagés par chacun d'entre vous, nos chers participants et visiteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Et Denis Alexeevich vraiment a exprimé tout ce que nous ressentons, nous, les personnes qui sont grandies avec les films de Cousteau, à notre maison russe. Quand nous avons reçu cette exposition, quand nous l'avons préparée, nous, les collègues de Maison Russe, sont devenus ses premiers visiteurs. Et en effet, dans notre culture, nous avons ce grand respect envers et une grande joie pour cette en fait cet héritage que nous a laissé cet grand homme. Et aujourd'hui, pour cette raison, c'est un grand plaisir de accueillir Monsieur Patrice Quenelle. C'est un allié de Jacques Cousteau. Il a consacré sa vie à la recherche des océans et a participé activement dans les expositions de ses équipes. Et aujourd'hui, Patrice Quenelle participe dans des projets pour conserver l'héritage de Monsieur Cousteau. Monsieur Quenelle, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être la connexion n'est pas encore assez bonne, mais on espère que techniquement, tout va bien fonctionner. Monsieur Quenelle, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît, le son, le micro? Il faut ouvrir le micro, s'il vous plaît. Allumez votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. On voit que vous êtes connecté, mais on ne vous voit pas. Pas encore. Немножко подождем. On va attendre un tout petit peu. On va continuer peut-être. Et Monsieur Quenelle, il va nous rejoindre un peu plus tard. Parce qu'en effet, peut-être l'Internet ne fonctionne pas assez bien pour le moment. Et donc, pour moi, ce sera un très grand plaisir, un grand honneur de donner la parole à l'organisateur de l'exposition, le capitaine Cousteau en Russie, Monsieur Oleg Dudkin, le directeur du club 5 Océans. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. À Moscou, c'est le soir. Il est 20 heures. Nous sommes entre amis ici, entre collègues dans notre quartier général. On est très content de vous voir. Très brièvement, qu'est-ce que c'est le club de 5 Océans? Pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'héritage de Cousteau, de son impact sur les personnes? Moi, je suis née en Sibérie et l'un des premiers livres que j'ai lu, c'est le livre de Jules Verne et autres livres qui nous ont en fait présenté le monde des océans. Et en fait, l'un de ces livres était le livre de Cousteau. Et donc, dans ma bibliothèque, j'avais trouvé un livre de Jacques-Yves Cousteau qui avait été publié en 1966. Donc, c'était l'un des premiers livres
dans ma bibliothèque sur les histoires de la mer. Et donc, le club de cinq océans a été créé il y a 5 ans et donc nous avons organisé notre deuxième en fait tour du monde qui est en cours. Dans le premier tour du monde, nous avons visité 35 pays du monde et l'une des missions du club, c'est de participer dans des régates les plus importantes, les plus grosses. C'est ce que nous faisons avec un grand plaisir et beaucoup de personnes nous rejoignent. Dans certaines régates, nous avons gagné, dans d'autres, nous avons participé. Et donc, c'est une très grande mission dans le bon sens. C'est un élément de la diplomatie populaire où tout le monde connaît tout le monde. Et donc, la deuxième mission, c'est le travail de recherche. Quand nous l'avons en fait accordé avec avec l'Institut de l'océanologie de Cherchov, avec le musée de l'océan mondial. Donc, nous collectons les pièces, les éléments du fond de l'océan, je veux dire le sable, les échantillons de minéraux. Et ensuite, nous vérifions le niveau du sel dans les océans et donc nous les répartissons dans en fait, dans les tableaux différents de nos savants et donc ces données, nous les offrons à nos scientifiques. Et donc, c'est une commission que nous avons qui est vraiment inspirée par les idéaux de Jacques-Yves Cousteau. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous inspire parce que c'est quelque chose qui doit être fait, qui est nécessaire d'être fait, parce que tout le monde connaît que l'océan mondial est étudié seulement pour 5%. Nous envoyons des vaisseaux dans le cosmos, mais dans les profondeurs de l'océan, il y a très peu de gens qui sont allés. Donc, il y a cette différence qui nous explique que l'océan mondial nous attend. Elle nous dit, étudiez-moi, je suis ici, il dit l'océan, je suis le vôtre. Et la troisième mission que nous avons, c'est aussi un volet social. Donc à bord, il y a différentes personnes qui participent à nos expéditions, y compris des personnes handicapées avec les capacités limitées, donc pour montrer au monde que même les personnes qui sur Terre peuvent se sentir pas toujours à l'aise. Bon, par exemple, on avait un jeune homme qui n'avait pas de bras et qui a participé à un trajet transatlantique, où il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas de jambes. Et c'était aussi un défi pour eux-mêmes, pour surmonter soi-même, mais c'était aussi la démonstration des capacités humaines. Avec de telles limites, la personne est quand même capable de traverser l'océan. Et finalement, c'est bien sûr la diplomatie populaire lors de nos différentes escales pour faire des réparations, pour juste faire un peu de repos, pour aussi étudier le monde sous-marin. Nous avons tout l'équipement, tout le matériel nécessaire pour la plongée. Nous avons aussi beaucoup filmé des vidéos et des photos pour finalement donc tourner des films pour partager tout ça avec des gens. Et ce que nous faisons d'ailleurs grâce à notre coopération avec la chaîne Océan TV. En fait, tout ça, ça fait la suite du travail de Jacques-Yves Cousteau. C'est vraiment une certaine continuité avec, en tant que fil rouge, c'est vraiment l'héritage du commandant Cousteau. Et pour nous, bien évidemment, c'est très agréable, ça nous fait très plaisir. Donc, où je veux en venir, en fait? Je pense que c'est assez logique que tôt ou tard, on devait en fait arriver à la personnalité de Jacques-Yves Cousteau
qui donc continue à transformer notre perception des océans. Et donc, nous avons voulu créer cette exposition. Et je tiens à remercier très sincèrement nos collègues, la direction de Rossotrodnichestvo, Yevgeny Primakov, Konstantin Volkov et Katerina Turbarova, qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui. Et donc, félicitations à l'occasion de votre anniversaire. Ce sont des personnes qui, par leur énergie, par leur engagement, ont créé des conditions préalables pour que cette exposition puisse voir le jour. Bien sûr, tout a commencé par la maison russe à Paris et aujourd'hui même, il reste des participants très actifs de l'ensemble des processus visant à transformer, à développer cette exposition. Notre idée de base était de créer quelque chose d'intéressant à Moscou, mais après, différentes villes russes, nos collègues, nos amis nous ont contactés, en fait, juste des amateurs de la mer, de la plongée, aussi des professionnels de la plongée. Ils nous ont contactés pour exprimer leur envie, en fait, d'accueillir cette exposition. Et aujourd'hui, nous avons toute une file. Donc, il y a 15 villes russes qui font la queue pour accueillir cette exposition. Cela veut dire que l'exposition va voyager à travers la Russie pendant une année. Et puis, nous avons bien évidemment aussi des demandes venant d'autres pays. Donc, après ce tour en Russie, il va aussi continuer son chemin à l'étranger. Et très sincèrement, je tiens à remercier Francine Cousteau, Patrice, mon camarade, capitaine, qui représente Fondation Cousteau, qui est aussi navigateur tout à fait exceptionnel lui-même. On s'est vu trois fois quand il est venu à Moscou, puis il y a aussi à Istanbul, à bord de la célèbre Calypso. Et du premier abord, je pense qu'on s'est connecté, en fait. On a eu un très bon contact parce qu'on parlait par les mêmes paroles, on parlait de la même chose, les yeux grands ouverts. Et encore une fois, je remercie Francine et Patrice pour cette compréhension mutuelle. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec cette exposition, avec l'héritage de Cousteau, a une énorme valeur pour les gens en Russie comme partout dans le monde. Et voilà, on se présente comme héritier, bon, peut-être au minima, format réduit, mais voilà, héritier et promoteur de l'héritage de Cousteau, parce que l'océan n'a pas de frontières, n'a pas de limites, c'est quelque chose tout à fait extraordinaire. Donc les bases jetées par Jacques-Yves Cousteau, on essaie de donner suite à cette histoire, de sensibiliser les gens à l'histoire de l'océan. Donc sortez de votre fosse, goûtez l'océan avec vos yeux, avec vos mains. C'est une histoire tout à fait unique. Donc voilà, aujourd'hui, on est avec vous et notre idée, c'est de partager notre histoire, comment avec notre coopération, notre interaction avec la Fondation Cousteau, avec Francine et Patrice, comment aujourd'hui nous voyons le développement ultérieur de nos projets. Bon, là, je ne vais pas anticiper, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on aura encore plein de choses tout à fait intéressantes dans l'avenir. Après, je peux parler pendant des heures. Hein. Nous avons beaucoup d'histoires passionnantes. Mais aujourd'hui, j'ai à côté de moi une autre grande personnalité, une véritable légende. Donc, c'est à lui que je tiens à donner la parole après moi parce que Anatoly Sagalevitch, là encore, je peux en parler de lui pendant des heures, mais voilà, s'il faut un mot, c'est une légende. Et c'est avec un grand plaisir que je lui passe la parole. Merci Oleg. Mais là, je tiens quand même à donner la parole à Patrice Quenel parce qu'il a pu se connecter, notamment grâce à une petite aide d'Assia Chinikova, ma chère collègue de la maison russe à Paris. Donc, merci d'avoir surmonté les problèmes techniques informatiques.
sommes Bonsoir. ravis de vous voir parmi nous ce soir. Et vraiment, c'est très touchant et très important que vous ayez pu vous connecter. Voilà, donc on vous donne la parole, on vous écoute. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous remercie, c'est à moi de vous remercier de m'accueillir au sein de votre conférence. Je suis ravi. Malheureusement, je n'ai pas entendu, parce qu'il n'y avait pas de traduction, tout ce que vous avez dit, et j'aurais bien aimé avoir surtout ce qu'a dit mon ami Oleg. Je ne sais pas. Alors moi, je peux vous dire que je suis ravi d'être là pour parler du commandant Cousteau et de tout ce qui existe autour de la Fondation Cousteau. J'ai entendu mon nom, j'ai entendu le nom de Francine, mais j'aimerais bien que vous me posiez des questions un peu plus précises pour que je puisse vous aider. Bon, en fait, si vous pouvez nous dire quelques mots juste de cette exposition, de votre expérience et participant de l'équipe Cousteau que vous ce soir, par différentes raisons. Voilà, donc juste une petite introduction à cette exposition qu'on présente aujourd'hui. Oui, merci. D'accord. Alors, moi, je suis rentré dans la Fondation Cousteau en 1999, c'est-à-dire que ça fait plus de 27 ans que j'ai travaillé avec la Fondation. Le commandant, j'ai été pris pour commander le bateau Alcyone, puisque le commandant Cousteau était un visionnaire. Donc, il a énormément laissé à la population. Il a laissé, bien sûr, beaucoup de films. Il a laissé 2 bateaux mythiques. Le bateau mythique qui est la Calypso, et puis un bateau révolutionnaire qui est l'Alcyone. Donc, moi, je suis rentré pour prendre le commandement de l'Alcyone pendant 12 ans. Et puis, au bout de 12 ans, j'ai arrêté l'Alcyone et je me suis occupé des 2 bateaux. Donc, je suis maintenant en charge à la fois de conserver l'Alcyone en état et à la fois de conserver et d'essayer de retrouver une nouvelle vie à Calypso. Je ne vous entends plus. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et lequel de ces bateaux c'était plus intéressant pour vous et peut-être plus important pour vous de Alors, ces 2 bateaux conduire? qui sont, je vous coupe la parole, excusez-moi, ce sont 2 bateaux mythiques. Hein. Le premier, Calypso, est le navire que tout le monde a vu au milieu de tous les films que Cousteau a pu produire. C'était un bateau qui avait été construit en 1942, qui était un bateau en bois. C'est un bateau de légende. Donc, une légende pour tous les gens, toutes les personnes qui ont encore une âme d'enfant. C'est quelque chose de fabuleux. Et puis, la chance, c'est d'avoir un bateau tout opposé, un bateau moderne, un bateau très, très spécial, puisque c'est le premier navire hybride jamais construit, c'est-à-dire que c'est un bateau qui fonctionne à la fois avec des moteurs, mais aussi avec un système de voile qu'on appelle les turbovoiles. Donc c'est un petit peu le principe d'une aile d'avion qui, au lieu de fonctionner horizontalement, fonctionne verticalement. Donc quelque chose de complètement révolutionnaire. Donc là, vous reconnaissez le génie du commandant Cousteau, qui à la fois était capable d'utiliser un navire ancien pour faire des films formidables, et puis de se tourner vers l'avenir pour faire un bateau hybride. Les bateaux hybrides, il a été construit en 1985, il a 45 ans exactement. Donc vous vous rendez compte, un bateau hybride, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire. Maintenant, ça nous paraît on cherche on a des voitures hybrides, on fait des économies d'énergie, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc, c'est ça qui est passionnant de faire, c'est à la fois de s'occuper d'un bateau mythique, la Calypso, et d'un bateau révolutionnaire, l'Alcyone. C'est incroyable parce que vraiment, nous avons beaucoup de chance et c'est un grand honneur pour nous de rencontrer, bon, que ce soit en visio, mais quand même en direct, un membre tellement important que vous êtes le capitaine. Vraiment, et nous vous en sommes très reconnaissants. Et merci beaucoup d'être venu à cette visioconférence parce que je sais que c'était pas facile pour vous et d'autant plus Non. C'est important pour nous que vous avez pu réussir. Merci beaucoup. Ah ben, moi, ça me fait Monsieur très plaisir Patrick. d'être avec vous. Excusez-moi, on parle ensemble. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Vous êtes gentil de me faire tous ces compliments, mais moi, vous savez, je suis passionné
par l'histoire du commandant Cousteau. Je suis passionné par les bateaux et vraiment partager ce plaisir et ces passions avec vous, c'est un immense honneur. Et cette passion partagée par tout ce qui vous regarde et par nous-mêmes aussi, bien évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Quesnel. Et je voudrais mettre russe en vous remerciant et en bonheur et une heureuse vie devant vous pour garder cette expérience et garder cette mémoire de commandant Cousteau. Спасибо большое, господину Патрису Кеннелю. И сейчас мы Merci beaucoup à покажем Patrice видео, Quesnel. Et maintenant, nous allons visionner une vidéo que nous avons préparée. участвовать в нашем вечере хотя бы и C'est une vidéo de Francine Cousteau pour qu'elle puisse aussi participer à notre soirée, même si c'est en format d'une vidéo enregistrée. сейчас наши коллеги поставят это видео. Кстати, пока мы Nos подключаем collègues это видео, vont lancer la vidéo et хочу сказать, что voilà, je vois que есть c'est en train d'être fait. вопросы, которые я Et после этого je vois que мероприятия nous avons déjà quelques questions. Bonjour, je suis heureuse de vous rejoindre à Bruxelles. Nous allons avoir un moment très important. Nous sommes près de Calypso et nos amis russes qui vont nous aider à remettre en rôle le grand bateau. C'est émouvant, c'est touchant. Pour être moi, il y a un homme courageux et beaucoup de capacités pour le futur. Notre Alors, vous voyez que le bateau est en refait entièrement. Vous avez le mieux possible. Il faut continuer à le faire, continuer à faire les travaux, puis j'espère rapidement le faire publier, parce que c'est pas ici, donc on a hâte que ce bateau retrouve son élément liquide. Voilà, on est en février 2026. Nous sommes dans un endroit tout à fait particulier à côté du navire légendaire, la Calypso. Et ça me fait plaisir d'être aux côtés de Francine Cousteau, Patrice, le capitaine. Et je crois que pour nous tous, ce jour est particulièrement important parce que en nous trouvant ici, nous voyons que l'histoire de Cousteau et de la Calypso va poursuivre. Et ça, c'est notre objectif numéro 1 aujourd'hui. Et tous les projets que nous construisons ensemble seront, je pense, très justes, très intéressants. Ça va être une véritable renaissance de la Calypso, je dirais même Calypso Phoenix. Phoenix. Collègues, vous vous rappelez qu'on a le temps depuis qu'on s'est vu la première fois ici, l'expédition à Moscou pour aller l'expédition, tout ça, c'est un. Vous continuez à exploiter. Merci. En moment, et je pense que dans l'histoire, il y a peu d'occasions de transporter la mémoire d'un homme exceptionnel à nous aider tous les jours dans la façon dont nous C'était pour ça que nous faisons à Moscou une très grande exposition, ce qui a été fait grâce à Francine et à Patrice. L'exposition qui porte sur le patrimoine du commandant, avec ses affaires personnelles, avec ses équipements qui ont inventé par son génie. Donc, l'exposition a pris lieu au centre de Moscou et donc, il y a des centaines de gens qui ont déjà vu. Donc, nous avons fait venir des savants russes qui connaissaient personnellement le commandant et qui donc étaient amis avec lui. Maintenant, le relais sera pris pour d'autres villes. Donc, actuellement, l'exposition est à Kaliningrad, au musée des océans. Et puis,
Et à partir des différentes villes de Russie, déjà, cette exposition est bien sollicitée. Donc, de toute façon, nous voyons dans cette exposition une passerelle culturelle, encore une, pour réunir les peuples dans le monde et pour faire notre planète plus soft, plus agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Спасибо. 5 океанов стихии — это глоток свободы. 5 океанов силы — это преодоление. 5 океанов дружбы — это команда от Бога. 5 океанов счастья — это к себе стремление. Когда на штурвале и мачтах работают профессионалы, плевать на любую качку и покоряться все далее. Замечательное видео, замечательное C'est приветствие. une très belle vidéo et très belle, en fait, discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patrice Kennel. Merci beaucoup Oleg Dudkin. Большое спасибо. Merci beaucoup. Et maintenant, on va continuer Наше знакомство, euh, встречу с живыми легендами notre океанологии. conférence avec des vraies légendes vivantes de l'océanologie et nous avons déjà reçu plein de questions. Maintenant, je ne vais pas répondre à ces questions et je voudrais passer la parole à Anatole Mikhailovich Sokolevich, Выдающемуся российскому ученому-океанологу, который qui est l'océanologue éminent, très connu en Russie, qui avait déjà participé à la maison russe et il est l'héros de la Fédération de Russie et le dirigeant le directeur des appareils en fait sous-marins et donc, il est également le directeur de Mir 1 et Mir 2. Ce sont les appareils, en fait, les sous-marines, dont l'exposition a été également organisée l'année dernière. Donc, c'était les expéditions sous-marines pour voir Titanic. Et donc, pendant toute son carrière, Anatoly Mikhailovich a passé plus de 4000 heures dans les profondeurs de l'océan. Et avec un grand plaisir, je vous passe la parole. Bonsoir. C'est un grand honneur de participer dans cette conférence et de se souvenir mes rencontres avec Jacques Cousteau et d'exprimer mon opinion de son influence sur les recherches de l'océan. Bien sûr, c'est une personne, un homme légende qui a découvert pour l'humanité. Il a découvert l'océan. Il a montré à l'humanité qu'est-ce que c'est. Peut-être les profondeurs n'étaient pas très grandes, mais il a participé, l'océan a participé dans tous les films de Jacques-Yves Cousteau, de manière ou d'une autre. Et il faut dire que mon parcours dans les profondeurs de l'océan a commencé par la rencontre avec Jacques-Yves Cousteau en 1967 à Kenya. Nous étions sur le bateau Académie Kurchatov et je m'occupais de la création des machines et de l'équipement pour étudier les profondeurs de l'océan. Et donc, j'avais également construit une machine, un appareil pour étudier l'océan moi-même. Et donc,
Nous avons vu Calypso et donc, bien sûr, il avait été organisé des réunions par-ci, par-là et j'avais 29 ans à l'époque et c'était pour la première fois pour moi que je participais dans des, en fait, dans les profondeurs de l'océan. C'était avec Jean-Claude Dumas qu'on l'a fait. Et je suis regardée dans l'illuminateur et Dumas ensuite est sorti une bouteille de vin qui portait le nom Calypso. Et je me rappelle comment on buvait ce vin Calypso à l'intérieur de l'appareil sous-marin. Et à ce moment-là, je pensais que grâce à ces appareils sous-marins, on peut faire des choses incroyables. Bien sûr, il y avait des maisons sous-marines qui étaient en train de se construire, etc. Mais un résultat, en fin de compte, la décision la plus correcte, la plus mobile était la création des appareils habitables sous-marins qui sont complètement autonomes sous l'eau. Et si on a de l'équipement pour des recherches différentes dans l'océan, selon les directions différentes de la science, ce genre d'appareils seront vraiment très très bien appréciés. Et donc, c'est ce qui s'est avéré. Et donc, c'était ça ma première rencontre avec Jacques-Yves Cousteau. Et je me rappelle, il m'a signé un masque pour aller sous l'eau avec un crayon, un diamant. Et donc, ensuite, j'ai eu plusieurs rencontres avec Jacques-Yves. Et une fois, on s'est rencontrés à notre institut, c'était en 1983. Et à l'époque, on avait déjà les appareils qui pouvaient aller jusqu'à 2000 mètres. Et donc, nous avons organisé des expéditions très intéressantes. Pour la première fois, nous avons reçu les premières photos en couleur parce que jusque-là, les photos étaient en noir et blanc. Et donc, je montrais ce que j'avais à Jacques-Yves Cousteau, et toutes ces photos. Il en choisi une et je signais cette photo et je lui ai offert. Et ensuite, il y avait André Monin, le directeur de l'Institut de l'époque, qui était là. Et donc, Jacques Cousteau est là, étaient tous présents à ce moment-là. Et à l'époque, les appareils commandés à distance ont commencé leur entrée dans l'utilisation. Et on a posé la question à Jacques Cousteau. Devant vous, vous voyez cet appareil habitable et télécommandé. Lequel choisirez-vous? Et Jacques-Yves Cousteau a répondu, jamais aucun robot ne pourrait remplacer l'homme sous l'eau. Parce que la machine optique la plus précise, c'est l'œil humain. Et l'ordinateur, le meilleur ordinateur, c'est le cerveau humain. Et c'est tout dit. Et bien sûr, il y a toujours des débats qui continuent. Mais moi, je préfère les appareils habitables. Et je pense que autant que les gens,
vivent, ils auront ce désir de tout voir avec leurs propres yeux. Et encore un autre exemple, c'était à San Diego pendant une conférence. Jacques-Yves Cousteau n'était pas là, mais moi, je faisais en fait, je donnais une conférence. Je participais en présentant nos travaux avec nos appareils. Je parlais de mes recherches. Et je me rappelle, il y avait l'un des participants, il a levé sa main pour poser la question. Quelle est votre opinion? C'est toujours la même question que Monine avait déjà posée à Jacques-Yves Cousteau. Devant vous, vous avez un appareil habitable et commandé à distance. Lequel choisirez-vous? Je voulais répondre, mais dans le public, il y avait John Gravin. C'est l'ancien vice, en fait, directeur de la flotte militaire des États-Unis. Et donc, il a levé sa main et il a dit, est-ce que je peux vous aider, Anatoly? C'est un grand honneur, allez-y. Et donc, Jean Gravin se lève et pose la question. C'est qui a posé cette question? Et un jeune homme se lève et dit, oui, c'est moi. Et Jean Gravin lui dit, est-ce que vous avez déjà essayé de, en fait, faire un bise à votre bien-aimé, à votre fiancé à travers, en fait, un masque, à travers un filtre? Donc voilà, c'était ça la réponse, mais c'était une opinion. Et encore, je voudrais vous parler de notre rencontre avec Jacques-Yves Cousteau. C'était plutôt la rencontre que j'ai eue avec son fils Jean-Michel. C'était à New York en 1997, peu avant en fait, que Jacques-Yves Cousteau nous a quittés. Et donc, Jean-Michel est arrivé à New York. La rencontre a eu lieu dans un des cafés italiens. Et donc, cette rencontre, cette réunion a été initiée par nos amis océanologues. Et donc, nous avons voulu utiliser combiner les films sous l'eau faits par Jacques-Yves Cousteau avec les nôtres que nous avons fait depuis Mir, les appareils Mir. Et donc Jean-Michel est arrivé, il a dit bonjour, je suis désolé, je suis très fatigué. Il est parti à son hôtel. Et donc nous ne sommes pas arrivés à un accord parce que à cause des prix. Donc, je ne peux pas vous dire quel était les prix. Donc, on s'est mis d'accord que voilà, on doit on doit continuer pour finir, pour aboutir à un accord. Et quelques mois plus tard, je suis arrivée à Memphis et mon fils suivait ses études à l'Université d'État à Memphis et je suis arrivée là-bas. Et dès que j'arrive à l'hôtel, il y a eu un appel téléphonique. Anatoly, à 6 heures du matin, vous allez avoir une voiture qui va venir vous chercher. Qu'est-ce que se passe? Je leur pose la question. Et on m'a dit que Jacques-Yves Cousteau nous a quittés. Et on voulait que vous nous parliez de vos rencontres avec lui. Et donc, c'était la dernière fois
que je l'avais vu. Et je reviens maintenant au début de mon histoire et je peux vous dire que je ressens cette fierté que les premières pensées que j'ai eues dans ces appareils sous-marins, je les ai eues justement à l'intérieur de cet appareil dans lequel avaient travaillé les gens de Jacques-Yves Cousteau. Et sur ces traces, dans les années 80, dans notre institut, nous avons créé, en suivant ces traces, une flotte la plus grande scientifique. Nous avons eu 6 appareils sous-marins qui ont été créés par nos gens de notre institut. C'était Algus pour 600 mètres de profondeur et l'appareil S-Motor avec la partie de plongeur pour 300 mètres. Et il y avait un troisième appareil sur lequel je travaillais 2 ans et demi à Vancouver, où j'ai je construis les appareils BICIS. Et donc, et ensuite les appareils suivants, Amera, on atteint les profondeurs de 2000 mètres. Et en 1994, les Américains ont reconnu ces appareils les meilleurs dans l'histoire de la création ces appareils pour aller dans les profondeurs. Et bien sûr, cela a été, on a fait beaucoup de recherches scientifiques grâce à ces appareils. Je pense que aucun d'autre appareil n'aurait pas réalisé autant de travaux différents. Nous avons travaillé avec Amex et avec l'autre appareil. Tout le monde a vu qu'est-ce que c'est les appareils MIR. Et chapeau. Je dis que tout a commencé avec Jean-Yves Cousteau. Merci. Merci beaucoup, Anatoly Mikhailovich Sokolevitch, la légende vivante de recherche sous-marine. Merci beaucoup pour votre discours. On va dire merci à Monsieur Patrice Kinelli parce que je sais qu'il a des problèmes avec la traduction parce qu'il est difficile pour lui de suivre notre conférence, notre discussion. Merci. De connexion et de traduction surtout. Donc, ça marche très bien. Un peu pas à l'aise dans notre discussion. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour votre temps. Voilà. Merci. On va vous remercier vivement. Bonne soirée. Chers collègues, je continue notre soirée magnifique. Je voudrais remercier Anatoly Mikhailovich. Maintenant, je voudrais passer la parole à un autre participant d'aujourd'hui, Monsieur Vladimir Doudkin, qui a également fait le tour du monde. Qui faisait partie de l'équipage du club de 5 Océans et l'un des organisateurs de l'exposition Capitaine Cousteau, qui pourrait parler des moments les plus forts de sa vie, de ses élaborations. Et ensuite, on va répondre à certaines de ces questions. Donc, on va voir combien on pourrait répondre parce que nous avons reçu énormément. Donc, bonsoir encore une fois. Je vais être bref. Je vais essayer de pas parler trop longuement pour répondre à plus de questions. Donc, le premier fait sur Jacques-Yves Cousteau était ce que sous l'eau,
l'avait amené En fait, il est venu par hasard sous l'eau, on peut dire. Il a fini, il a fait une formation militaire maritime. Il voulait devenir pilote, mais malheureusement, ou peut-être maintenant, heureusement, pour des milliers de personnes, il a eu une fracture de côte, de bras, et il a été paralysé de mains, de bras, et il a commencé sa réhabilitation longue. Après cet accident, l'un de ses amis l'avait conseillé en fait, de faire de la natation et en fait plonger sous l'eau, et ensuite cela est devenu une passion pour lui. Il a pu récupérer les fonctions de ses bras, et justement à ce moment-là, il avait créé l'une de ses inventions qui peut paraître quelque chose de banal. C'est le masque pour aller sous l'eau avec une glace. Donc avant, ce masque n'existait pas. Il était le premier de l'avoir inventé. Le deuxième fait intéressant, beaucoup de gens pensent que Jacques-Yves Cousteau était seul lors de cette invention. Et la passion de la natation, en fait, de naviguer sous l'eau était arrivée chez lui avant la guerre. Et ensuite, il a fait connaissance avec son collègue futur et co-auteur Émile Gagnan, qui, à l'époque, il s'occupait des questions techniques liées à la régulation de la pression dans l'équipement du gaz. Et Cousteau l'avait proposé d'utiliser ce genre de technologie pour la navigation sous l'eau, donc adapter ces thermorégulateurs sur les ballons avec de l'oxygène. Les premiers modèles euh, euh, d'aqualangue ont été créés en 1938, et juste après la guerre, ils ont pu en fait recevoir, en fait reçu le brevet, et ils ont reçu un pourcentage sur les ventes sur chaque équipement de plongée vendu dans le monde. Et du coup, après, ils ont lancé une production en série de ces scaphandres autonomes. Un autre fait intéressant, que l'idée, le rêve de Jacques-Yves Cousteau, c'était de les permettre à l'homme de vivre sous l'eau. Mais lui, il est allé plus loin parce qu'il a aussi développé 3 projets pré-continent 1, 2, 3 en fait. Ça a commencé en 1960. Jacques-Yves Cousteau, ils ont placé un petit tonneau en fer à 10 mètres de profondeur en Méditerranée, donc près de la côte française, pour tester, pour faire des essais, pour voir comment l'homme en fait va se sentir sous l'eau. Est-ce qu'il serait capable de vivre sous l'eau? Ensuite, ils ont mis en place une construction similaire, mais plus développée, plus complexe, qu'ils ont placée à une profondeur de 25 mètres dans la mer Rouge. Et en 3e étape, il y a eu donc une submersion d'un ensemble d'un logement pour 2 personnes à une profondeur de 100 mètres. Donc, imaginez-vous, à 100 mètres, il n'y a plus de rayons de soleil qui passent. Donc, c'est vraiment une noirceur, c'est le noir absolu. Et il y a 2 membres de l'équipage, de l'équipe Cousteau, qui ont vécu pendant même plus que 2 semaines, on me corrige, en mois en fait. Ils ont vécu à cette profondeur de 100 mètres.
Ils sortaient bien évidemment de leur logement, équipés de scaphandres autonomes pour mener des recherches scientifiques, pour tourner des vidéos. Donc voilà, c'est un projet tout à fait exceptionnel. Un autre fait intéressant, à mon avis, sur la vie et l'œuvre de Jacques-Yves Cousteau. Le quatrième fait que j'aimerais partager et qui, avec un petit recul, nous paraît assez naturel. En fait, Jacques-Yves Cousteau a été le premier qui a créé une sorte de première émission réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Pas seulement tourner l'eau et le monde subaquatique, mais aussi les préparations, les préparatifs, le quotidien de l'équipe. Donc voilà, une sorte de télé-réalité. Jacques-Yves Cousteau, avec son équipe, avec les cinéastes, du coup, ont adapté aussi le matériel pour le tournage sous l'eau. Par exemple, la forme du scaphandre a été jugée pas très esthétique pour l'image du cinéma. Et après, Jacques-Yves Cousteau, avec son équipe, l'ont adapté un petit peu, ont inventé une meilleure forme, donc comment envelopper, on va dire, ce scaphandre autonome pour que l'image soit meilleure. Un peu, vous voyez, comme James Bond, mais subaquatique, sous-marin. Et ça fait l'effet, ça produit son effet. C'est pour ça qu'on adore les films de Jacques-Yves Cousteau et on est fasciné après toutes ces années, même si aujourd'hui ils peuvent avoir une apparence un peu naïve, mais ça reste très intéressant. Par ces films, Jacques-Yves Cousteau, en fait, a beaucoup promu la science, les expéditions et l'étude de l'océan. Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de choses, on ne savait pas. Moi, je ne pouvais même pas m'imaginer que, en fait, Jacques-Yves Cousteau aurait pu se retrouver dans le milieu aérien. Effectivement, c'est le destin. Ok, je vous propose de passer à nos questions, avoir une petite discussion. Nous avons plusieurs questions d'ailleurs sur notre chat. Bon, déjà, il y a des anonymes qui vous passent le bonjour, mais je pense que vous connaissez la personne parce qu'après, ces questions sont assez professionnelles et sont liées à une connaissance profonde du sujet. Et puis, il y a Galina Ovchinnikova qui a aussi laissé un petit commentaire en disant que c'est un très grand plaisir de voir nos grands amis, même à distance. Voilà, donc je vous transmets ces paroles. Du coup, les questions. Encore une fois, la réponse à chaque question mériterait une conférence à part. Donc la première question, est-ce que vous prévoyez des expéditions dans les hautes latitudes? Demande Yuri Kharagezov. Merci pour votre question. Oui, on a de tels projets. Effectivement, en année 2028, bon, je ne vais pas anticiper, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais on a des projets assez intéressants. Un peu hors du commun, rassembler les personnes comme Fyodor Konyukov, le fondateur de notre club. Vous allez voir les annonces un peu plus tard, vers la fin de cette année. Oui, juste un petit... Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. À l'Institut de l'océanologie, nous avons aussi développé un projet qui vise à créer un centre de recherche et d'études dans la même enceinte à peu près qui abrite
l'Institut de l'océanologie, vous avez un parking. Et donc, on pense créer un ensemble de formation et de recherche. Actuellement, l'Institut a accumulé des tonnes et des tonnes d'informations sur nos plongées, prendre des heures et des heures, des enregistrements, des milliers de photos, aussi des échantillons biologiques, géologiques. Une partie, nous l'avons donné au musée de l'océan mondial à Kaliningrad, mais la majorité attend donc l'ouverture de ce nouveau ensemble de formation et de recherche qui abritera entre autres un musée océanographique qui donc rassemblera beaucoup d'objets intéressants et qui présentera différents volets des expéditions, encore une fois, des enregistrements, des échantillons, des photos, et ainsi de suite. Mais il y aura aussi des classes d'études. Ça fait quelques ans, 4 ans je pense, qu'on attend du coup le financement. Pour l'instant, malheureusement, le financement n'est pas là, mais cette idée demeure. Et je pense que pour Moscou, ça va être un centre culturel très important, culturel et scientifique. Voilà, donc j'espère que tôt ou tard, la direction de notre État aura la possibilité de prêter l'attention à cette idée pour finalement créer ce centre. Merci pour ce commentaire, Anatoly. Nous avons encore 2 questions. Bon, je vais lire les 2 à la fois. Et puis, à vous de voir qui va répondre. Parce que les 2 questions sont liées, en fait. Malheureusement, c'est encore un participant anonyme. Alors, première question. À quelles questions scientifiques espérez-vous obtenir des réponses à l'issue des expéditions? Et deuxième question, quelles sont les restrictions, les limites dans le cadre de l'exploration du fond marin chez des appareils, des submersibles actuels? Bon, les restrictions, c'est surtout la profondeur. Quand nous avons construit les appareils Mir, l'idée est née quand on a d'abord construit les submersibles à 2000 mètres. Mais après, il s'est avéré que 2000, c'est pas assez. Et à chaque fois que nous avons projeté une expédition, nous avons planifié, nous avons regardé la carte pour choisir du point de vue scientifique les zones les plus intéressantes. À chaque fois, les capacités en termes de la profondeur n'étaient pas suffisantes. Du coup, nous avons conçu des submersibles qui peuvent travailler à des profondeurs jusqu'à 6000 parce que ça couvre 98% de la surface du fond marin. Il ne reste que 2% qui sont en fait des fosses très très profonds, qui sont plus profonds que 6000 mètres. Donc voilà, pour parler des restrictions en termes des profondeurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a plus parce que 98%, nous sommes disponibles. Beaucoup de découvertes ont été faites dans les champs hydrothermaux. 24 champs hydrothermaux ont été étudiés partout dans le monde grâce au submersible Mir avec différentes natures de vie, de fonctionnement. Chaque champ est vraiment unique. Voilà, plein de découvertes. Mais beaucoup de découvertes restent à faire. Et
La dernière expédition a été effectuée, vous savez où? Dans le lac de Genève, lac Léman. Donc, c'est pas très profond. Merci à Frédéric Paulsen. Voilà, la personne, un grand fan des pôles. Elle a participé aux expéditions aux deux pôles. Elle a aussi effectué une submersion à bord de l'appareil Mir 2 au pôle Nord. Mais depuis, malheureusement, les appareils Mir ne sont plus à l'œuvre. Il n'y a pas, là encore, il n'y a pas de financement, malheureusement. Nous avons des projets pour les remettre en œuvre, les remettre en service, mais c'est pas si simple parce que il y a beaucoup de défis en termes de l'exploitation, mais aussi les constitutions de l'équipe. La société des Marine Technology Society, donc la société des ingénieurs marins, a remporté le prix Boussole Marine comme la meilleure équipe eau profonde au monde. Mais bon, quelqu'un ne l'a pas aimé, je pense, parce que après, il y a eu il y avait des réactions un peu bizarres. On voulait en fait commencer à louer ce bateau, le donner en location pour des voyages touristiques, même si le bateau n'est pas adapté. Dans l'espace. Mais imaginez-vous que les cosmonautes n'ont plus de terre. Nos appareils, nos submersibles, ils n'ont pas d'ailes, ils doivent être livrés sur place. Mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de navire pour le faire. En tout cas, voilà, c'est notre fierté, mais il y a des choses qui nous manquent. Merci. Merci beaucoup, Anatoly. Et je vous rappelle la deuxième question. Bon, après, je pense qu'il faut y répondre brièvement parce que sinon, à quelle question scientifique aimeriez-vous avoir des réponses dans le cadre de vos expéditions? C'est qui va répondre déjà? Oleg Dudkin. Oui, Oleg, peut-être vous? Oleg Dudkin. Bon, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question parce que tout ce qui se trouve à l'océan, tout à quoi tu touches, c'est une découverte. Ça peut être des questions relatives aux migrations, du plancton en masse ou encore le niveau de pollution en microplastique. C'est l'une de nos tâches. Ça peut être aussi des mammifères marins. Donc, vous voyez que l'éventail est très, très large. Et quelles questions concrètes? Bon, ce n'est pas la bonne formulation. Nous avons tout un programme qui vise, par exemple, à atteindre des objectifs pour la deuxième expédition. Mais il faudra aussi changer du matériel, donc l'aménagement de nos navires. Merci beaucoup. Oui, Anatoly. Allez-y. Encore dans les années 1990, il y a eu un projet d'une expédition autour du monde avec des submersions des Mir. Et ce qui a été prévu, c'est 88, je pense, points d'études. Donc, encore une fois, des champs hydrothermaux, des ressources minérales, des ressources biologiques, des ressources énergétiques. Tout cela devait être l'objet
de la recherche, mais aussi des navires coulés, Bismarck par exemple. Donc tout cela devait être réuni par la même expédition, avec la diffusion de National Geographic, Discovery. Les Allemands voulaient y participer aussi. Mais bon, on n'a pas réussi finalement parce que on était en manque là encore du financement centralisé, parce que voilà, on se heurte toujours au financement, parce que c'est une expédition sur 3 ans. Donc ça revient à 150 millions de dollars. Donc oui, pour une expédition mondiale, c'est pas si cher, mais pourtant on a réussi à les accumuler avec une propre attention et avec l'argent. Mais là, une autre question qui se pose, il faut restaurer l'émir, il faut prévoir de nouveaux navires, parce que des navires qu'on avait, bon, l'un d'entre eux, il a déjà 45 ans et c'est beaucoup. Et puis l'équipe sous-marine n'est presque plus là, parce que moi j'ai 87 ans, j'ai d'autres copains de 70 ans, mais bon, vous voyez, c'est l'affaire des jeunes, c'est la tâche des jeunes, c'est à jeunes de le faire. Voilà, c'est notre espoir. Et je crois que cette expédition autour du monde dont Oleg parlait, ça pourrait bien se marier en fait avec l'utilisation des submersibles en eau profonde. On aurait pu vraiment voir l'ensemble du monde, du globe, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Mais bon, ça c'est un rêve que j'ai, mais que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre. Merci beaucoup, le temps passe. Peut-être qu'il faut qu'on clôture parce que vous êtes dans un autre fuseau horaire. Il est plus tard chez vous. Que la plupart des participants de cette conférence. Mais pour clôturer cette conférence d'aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais vous rappeler qu'elle a eu lieu en février. C'est le mois où traditionnellement on porte une attention particulière au projet de scientifique russe, parce que le 8 février, c'est la journée de la science russe qui est célébrée tous les ans. Et donc, cette conférence d'aujourd'hui est consacrée à ce jour de la science russe avec nos participants du musée des océans à Kaliningrad. Et aujourd'hui, on ouvre l'exposition Capitaine Cousteau en Russie. Et donc, ce n'est pas une exposition en ligne, c'est une exposition physique à la Maison Russe à Bruxelles. Et donc, c'est une exposition qui est très riche avec beaucoup de photos et donc qui inclut les informations très uniques. Et avant de finir cette conférence, je voudrais demander à chaque de ces participants, Vladimir, Oleg, Anatoly Mikhailovich et d'autres collègues, peut-être faire une brève conclusion personnelle. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui vous a donné à cette connaissance personnelle que vous avez eue, vos rencontres personnelles que vous avez eues avec Cousteau, et qu'est-ce que signifie pour vous les recherches de l'océan mondial dans le domaine dans lequel vous travaillez? Très brièvement, s'il vous plaît, qui va commencer? Merci beaucoup. Je pense que il faudrait mieux organiser plus de ce genre de conférences, avec un grand plaisir, bien sûr. Et le 31 janvier, c'est récemment.
a fêté son 80e anniversaire, l'Institut de l'océanologie. C'est une grande date, 80 ans. Tout a commencé avec M. Papain, avec son équipe. Il y avait M. Cherchov, M. Fedorov et M. Kremkin. Et ensuite a été créé le laboratoire océanologique. Et le 31 janvier, à la base de ce laboratoire, l'Institut de l'océanologie a été créé. Et M. Vavilov a été le président de cet institut à l'époque. Et donc, continuons ainsi à réunir. Parfois, il y a quelques conclusions erronées qu'on peut voir. Un exemple, pendant une réunion d'un groupe, on a discuté la question sur les ressources minérales de l'océan. Il y a eu une commission spéciale sur les ressources qui a y participé et moi j'y ai participé également. Et maintenant, on a un certain partage selon les domaines de l'influence, selon les recherches qui avaient déjà eu lieu. Et ici, il ne faut pas rater cette possibilité. Et l'un des directeurs de la commission a dit, pourquoi le faire tout ça? Parce que déjà, on a plein de travail sur la Terre. Pourquoi dépenser de l'argent? Et moi, je me suis levée, il a dit, je suis désolé, mais dans le monde entier maintenant, nous partageons l'océan dans le monde entier selon les zones. Et donc, nous sommes tout comme d'habitude à la fin de la queue, comme d'habitude. Et nous, bien sûr, nous avons beaucoup de choses à étudier sur la Terre, mais l'océan fait partie, il fait 2/3 de toute la surface de la Terre. Il a besoin d'être étudié en détail. Et par la suite, on a besoin d'incarner ces données scientifiques pour qu'on puisse vraiment encore mieux étudier l'océan. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Sergei Balavakin qui est le journaliste, auteur, mariniste, canal Océan TV, qui est le membre du club 5 Océans, qui, comme le membre de l'équipe, fait beaucoup de travail sur la Terre. Je voudrais que Sergei également parle sur le sujet d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Allez-y, Sergei. Le futur de la planète est lié d'une manière très forte avec l'océan. Le futur de l'océan, on dit, c'est le futur de la civilisation même et de la planète même. Et c'est vrai. On a déjà dit beaucoup de choses. Anatoly Mikhailovich a dit beaucoup de choses. Je ne veux pas le répéter. L'océan, ce sont les ressources. Et tout ce qui a été dit, en revenant à M. Cousteau, à tout ce qu'il a fait, le capitaine, c'est très difficile de surestimer. C'était le premier pas dans les profondeurs de l'océan qu'il a fait. Et ce qui continuera encore pendant des années, bien sûr, parce que pour l'instant, c'est un élément qui est très mal étudié et beaucoup d'autres générations futures auront comme tâche de l'étudier. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Oleg.
Peut-être je vais être le plus bref. Et peut-être je vais donner la parole à notre Anastasie, la seule femme qui a, qui est multitâche dans notre club. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de faire partie des organisateurs de l'exposition de Capitaine Cousteau. Et alors, quand on a reçu les pièces de Paris avec les pièces pour l'exposition, et j'étais parmi les premières personnes qui a ouvert en fait, cet envoi, ces pièces. J'étais vraiment impressionnée de voir à quel point le capitaine Cousteau a avancé son temps, son époque, ses technologies. Et c'était au milieu du siècle dernier et il a pu faire autant de choses. Je suis impressionnée, inspirée. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le matériel de Cousteau pour le public au sens plus large, pour que les gens puissent voir toutes ces pièces que nous avons vues, pour qu'ils puissent être inspirés et passionnés et et également admirer le monde et travailler sur sa conservation. Et donc, et l'exposition a eu l'intérêt à Bruxelles, à Paris, à beaucoup de villes russes et dans d'autres pays. Elle est vraiment très attendue et c'est juste le début de ce chemin, de ce parcours de capitaine Cousteau en Russie. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Et bien sûr, c'est à vous qu'on doit, dans la grande partie, l'organisation de cette exposition. Oui, ce n'est pas bien sûr juste grâce à moi, mais oui, moi j'ai participé dans l'organisation de cette exposition. Vladimir et Oleg, c'est à vous maintenant la parole. C'est pour nos participants. N'ayez pas peur. Allez-y, inspirez-vous. Et nous, de notre part, on va essayer d'inspirer le plus grand nombre de gens avec nos recherches, comme Jacques-Yves Cousteau nous a inspiré cette passion en nous. Et finalement, je voudrais clôturer également en disant que Anatoly Mikhailovich a déjà dit comment tout a commencé. Et dans notre quatrième partie de notre tour du monde, quand on a passé par l'Australie jusqu'à la Méditerranée, j'aurai la troisième génération de notre famille c'est mon petit-fils qui a 9 ans, qui est très intéressé et passionné. Il veut vraiment passer par ces 5 océans. C'est son père qui est juste à côté de moi, qui va faire attention que ce jeune homme de 9 ans continue à étudier le sien. Donc, c'est une belle histoire. C'est la suite qui vient. Merci. Formidable, parfait. Et que, allez-y, Anatoly Mikhailovich. Encore un slogan de notre communauté. Le plus haut tu voles, le mieux tu vois. Le plus profond tu creuses, le mieux tu connais. Et donc, le plus haut tu voles, le mieux tu vois. Le plus profond tu creuses, le mieux tu connais. Et le plus tu connais. Donc, nous avons ici ces mots-là qui sont affichés ici. La prochaine fois, quand on organisera ce genre de conférence, ce slogan sera ici au-dessus de cette carte. Donc, c'est une belle fin de cette conférence d'aujourd'hui et le beau résultat. Je serais vraiment ravie si on continue. Chers collègues, chers amis, merci beaucoup.
Merci beaucoup le musée de l'Océan mondial à Kaliningrad. Merci beaucoup au club Les 5 Océans. Merci beaucoup à Monsieur Sokolevich. Merci beaucoup à nos amis français, Madame Francine Cousteau, Monsieur Patrice Guenel et tous ceux qui nous ont aidés de faire connaissance aujourd'hui avec votre belle exposition. On espère qu'on aura notre prochaine réunion parce que ça sera la 4e ou la 5e réunion avec les collègues du musée de l'Océan mondial à notre plateforme virtuelle de la Maison russe à Bruxelles. On espère que nous aurons pas seulement des réunions virtuelles, mais qu'on pourra vous rencontrer personnellement. Venez avec vos découvertes, avec vos matériels. On espère que ça pourra avoir lieu, ces rencontres. Et donc, prenez soin de vous et venez tous ceux qui veulent faire connaissance à l'exposition de Capitaine Cousteau à notre maison russe à Bruxelles. Et donc, merci beaucoup. Recording stopped.